Membre d'une unité antiterroriste en Croatie et combattant légendaire, pendant plus de 20 ans, Mirko Cro Cop Filipović aura concassé les meilleurs guerriers mondiaux en MMA et en kickboxing. Du haut de son 1,88 m pour 105 kg, il a cimenté avec son short à damier blanc et rouge représentant son pays sa place parmi les monstres des sports de combat. Et ce rire, c'est l'histoire de Mirko Cro Cop et c'est tout de suite dans les contes du père Rusty. Alors cette vidéo est sponsorisée par le Glory Kickboxing, l'organisation numéro 1 en pied-point autour du monde, et particulièrement par le Glory 80, auquel on sera aux commentaires, qui opposera dans des chocs de titans d'un côté Badrari, qui va essayer de prendre sa revanche contre Arek Wrozek, et de l'autre le Goliath Jamal Ben Saddik, qui va essayer de détruire le prometteur technicien Levi Richters. Tous les liens sont dans la description. Privlaka est un petit village à 250 km de Zagreb. C'est là, dans la maison familiale, que grandit Mirko Filipović. Élevé par des parents issus de la classe ouvrière, son père Žarko fut pêcheur puis électricien pour une compagnie ferroviaire. Il grandit, Mirko, sans manquer de rien, mais sans grand confort non plus. On reste quand même dans un petit village au fin fond de la Croatie, au milieu des années 70. Les hivers sont rigoureux, la région est rude. À ce moment-là, pour la famille Filipović, la rusticité n'est pas un choix, c'est un mode de vie. Néanmoins, il a quand même accès à des bandes dessinées dans lesquelles des ninjas enchaînent des exploits et des bagarres spectaculaires. Inspiré, le jeune Mirko se prend à rêver de faire la même chose, et plus tard, lorsque son œil se posera sur des images de forces spéciales en combinaison noire, il n'aura pas besoin de chercher beaucoup plus loin pour savoir ce qu'il veut faire de sa vie. Il se fixe alors deux objectifs qui ne dévieront jamais, devenir policier et devenir combattant. C'est pourtant par l'athlétisme qu'il s'initie au sport alors qu'il est enfant. Il s'entraîne aux 100, 200 et 400 mètres, montrant déjà une attirance et des aptitudes pour l'explosivité. Mais en découvrant les films d'action de Bruce Lee et de Jean-Claude Van Damme, particulièrement Bloodsport qu'il regardera en boucle, ses priorités sportives redeviennent très claires. Il veut devenir kickboxer, il veut transformer son corps en arme de destruction. Pendant ses années collège puis lycée, il s'entraînera alors avec autant de discipline et d'ardeur qu'un membre actif des commandos. Chaque jour et pendant des heures, en plus de son cursus scolaire, il se muscle, il court, il frappe sans relâche. Il fait ses joggings le matin avant d'aller à l'école. Et l'hiver, il est contraint de le faire avec des Rangers de l'armée. Il aurait bien aimé le faire en basket, mais les couches de neige atteignant parfois plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur rendaient la course impossible autrement qu'avec de grosses chaussures. Après quoi, il prenait sa douche et il partait pour l'école normalement. Pour le renforcement musculaire, son père et des proches de la famille l'aident à se constituer un véritable atelier de musculation artisanale dans l'abri à demi ouvert en face de la maison, de l'autre côté de la cour. Son paternel lui ramènera par exemple des barres en métal et des courts segments de rails de chemin de fer qu'il peut utiliser pour travailler les bras. Mais bien évidemment, vu son rythme d'entraînement, ces matériaux rudimentaires deviennent rapidement trop légers. Alors jamais à court de solution, ils remédieront à la situation en plantant les unes après les autres les extrémités des barres et des rails dans des seaux de ciment frais qu'ils laissent ensuite durcir pour créer des poids supplémentaires. Il enchaîne également les tractions par centaines, les abdominaux, les squats, les pompes. Et pour travailler ses compétences de kickboxer, l'ingéniosité de ses aînés sera là encore mise à contribution. Pour les front kicks, il dessine à la craie une silhouette sur le mur de l'abri dans lequel il s'entraîne. Et il frappe les différentes cibles corporelles à répétition. Il délogera d'ailleurs régulièrement les briques du mur, faisant à chaque fois revenir un voisin exaspéré pour qu'il répare les dégâts. En guise de sac de frappe, le père de Mirko lui confectionne un sac en toile de tente bourré de sciure de bois. Mais là encore, les heures et les heures de coups de pied répétés de plus en plus puissants contraignent Mirko à aller le faire régulièrement réparer et recoudre chez un artisan de la ville voisine, Vinkovci. Et même pour un village et des générations de dur à cuire de la campagne croate, la motivation et la discipline du jeune Mirko impressionnent. C'est même son propre père qui doit régulièrement le soir aller chercher Mirko, s'affairant toujours sur son sac de frappe dans son bout de hangar, pour le prier de rentrer à la maison et de se reposer. Mirko, ça suffit, il est 23 h, combien de temps tu vas encore devoir frapper ce sac? Ce à quoi il répondait, probablement sans même lever les yeux de sa cible, je préfère travailler mes coups de pied plutôt que dormir. Et comme on l'a évoqué, même l'hiver croate, descendant parfois jusqu'à -25 degrés, ne réussira pas à arrêter le régime d'entraînement du jeune Mirko.
Et comme son abri donne sur la cour, et ben lorsqu'il neige, il neige aussi dans son abri, dans son hangar artisanal, et il doit alors déblayer la neige à la main avant de pouvoir s'entraîner sur son sac de frappe. Notre prodige se rappelle également d'anecdotes qui ont ponctué son passage à l'âge adulte, notamment celle de la dernière fois où sa mère lui a mis une gifle. En fait, la dernière fois où sa mère a tenté de lui mettre une gifle. Alors, pour remettre un petit peu le contexte, Mirko est un élève brillant, mais ce jour-là, on ne sait pas pourquoi, il revient à la maison avec un 1 en mathématiques. Alors il annonce la nouvelle à sa mère, qui réagit comme elle le fait à chaque fois que son fils fait n'importe quoi et mérite une correction, en lui envoyant une bonne gifle de son bras droit, sur laquelle Mirko réalise un magnifique blocage. Nice. Alors réactive, Anna, sa mère, enclenche directement avec une gifle du bras gauche, bloquée également par le bras droit de Mirko. Et alors à partir de ce moment-là, se souvient le kickboxer, elle se contentera de critiques verbales et ne lèvera plus jamais la main sur son fils. Et il se souvient aussi qu'un jour, sa prof de musique lui a pété un xylophone sur la tête, mais ça c'est une autre anecdote pour un autre temps, tout comme la fois où il a essayé de répliquer le grand écart de Van Damme entre deux chaises et où il s'est déchiré l'entrejambe. Mais en tout cas, ça nous donne l'occasion de vous offrir quelque chose qui est unique dans le monde des sports de combat et dans l'histoire du MMA, c'est le rire de Mirko Filipović. Oui, parce que même si c'est contre-intuitif quand on voit la violence de ses KO et de ses expressions faciales lorsqu'il est en mode destruction, il est également l'une des personnalités les plus chaleureuses de l'histoire du game. Alors pour en avoir le cœur net, on vous conseille vivement d'aller regarder le documentaire légendaire sur lui sur YouTube, traitant de sa vie en Croatie, et on vous garantit un énorme sourire jusqu'aux oreilles pendant la quasi-totalité des 45 minutes. À ce jour, de toute façon, Mirko est probablement l'un des meilleurs vanneurs du MMA, toutes catégories confondues. Alors à 16 ans, il s'inscrit enfin pour la première fois dans un club à Vinkovci, la ville voisine, un club de taekwondo. Et alors jusque-là, n'ayant passé son temps qu'à maximiser ses stats sur physique et technique de frappe, il va découvrir aussi qu'il y a tout un monde qu'il doit apprendre, c'est le monde du combat dans sa globalité. Et alors forcément, les premiers temps en sparring, puisqu'il n'a pas l'habitude des tactiques et des stratégies de combat, il ramasse et il dérouille. Une équipe de combattants plus âgés lui fait également dans le même temps découvrir le kickboxing, l'art d'allier les poings avec les jambes. Là encore, il dérouille et il ramasse, mais il apprend, et il apprend vite. Et il devient clairement évident que Mirko Filipović présente un potentiel de combattant hors du commun. Mais si les rêves sont en bon chemin et que les sourires sont sortis, un nuage noir étend son ombre menaçante sur la région, l'ombre de la guerre. Car depuis plusieurs années, les tensions montent entre les Croates réclamant leur indépendance de la Yougoslavie et les Serbes composant l'armée populaire yougoslave. Une terrible guerre civile semblait inévitable et finalement, elle éclate en 1991. Mirko a alors 17 ans. Mais malgré cela, et malgré des conditions l'ayant poussé à fuir son village natal, un an plus tard, Mirko, qui rêve toujours de devenir policier, tente enfin le concours d'entrée dans la police. Et alors qu'il a toujours été un élève brillant, malheur, il rate pourtant son concours d'entrée. Alors, en attendant de retenter le concours un an plus tard, il est enrôlé sur une base de l'armée en tant qu'opérateur radio. Mais même au sein de l'armée et malgré les tensions géopolitiques extrêmes, hors de question de se laisser distraire de l'entraînement. Alors non seulement le jeune homme poursuit son régime d'entraînement spartiate, mais il demande même au commandant de la base une dérogation pour pouvoir aller s'entraîner avec l'équipe nationale de Croatie de kickboxing. Ce dernier approuve la requête et va même plus loin en ajoutant « Je ne pense pas qu'un jour vous deviendrez un soldat exceptionnel, mais je pense que vous pouvez devenir un excellent combattant. Je vous libère de vos obligations en tant qu'opérateur radio et je veux même que vous vous entraîniez 2 fois par jour. Je veux que vous rendiez fier votre pays et votre patrie. » Et pour Mirko, c'est le plus beau jour de sa vie. S'il n'en oublie pas son rêve de devenir policier, au moins maintenant, il peut s'entraîner à plein temps pour devenir combattant professionnel. Mais c'est au même moment que le destin le foudroie d'une tragédie qui modifiera à jamais son existence. Son père, qui était également son modèle, son exemple et son plus grand supporter, décède brutalement. Le monde de Mirko s'écroule. Souhaitant honorer le pilier de leur foyer, la famille Filipović décide de dépenser le reste des maigres économies disponibles pour lui offrir de dignes funérailles et une belle pierre tombale. Mais désormais sans le sou, des jours bien sombres s'annonçaient pour Mirko et sa famille. « Il est mort quand j'étais à un point crucial de ma vie, dira-t-il, quand j'avais tellement besoin de lui, qu'il m'aide et me donne des conseils, des directions. Mais malgré ça, il ne m'est jamais passé par la tête de sombrer dans l'alcool, dans les drogues ou de commencer à voler. »
Il ne reste plus que 400 Deutschmark à partager pour la famille, soit l'équivalent d'environ 280 €. C'est tout ce qu'il reste des économies. Anna, la mère de Mirko, lui donne alors le tout pour qu'il puisse subvenir le plus longtemps possible à ses besoins en attendant de repasser le concours de police. Et il refuse évidemment, la priant pour qu'elle en garde au moins la moitié pour qu'elle ait de quoi se nourrir. Mais elle refuse, en bloc, et elle fourre les billets dans la poche de Mirko en disant « Va mon fils, tes études sont le plus important ». Et pour continuer de suivre et de préparer son cursus, il doit déménager à Zagreb. Mais avec aussi peu en poche, il est rapidement contraint de devoir tirer des bords pour survivre. Mais avec le prix de la nourriture, le prix des transports, le prix des études, il est contraint de dormir clandestinement dans une résidence dortoir. Et il commence alors à essayer de tenter de trouver un travail pour s'en sortir. Il demande de l'argent à ses amis pour pouvoir se nourrir un petit peu. Et dans ces moments difficiles, Mirko raconte que ce qui lui a permis de tenir, c'est un livre, 7000 jours en Sibérie, de Carlos Steiner. L'auteur y décrit en grand détail les tortures et les sévices qu'il a subis dans un goulag. Mirko relit inlassablement un passage en particulier où l'auteur mange un rat qu'il a réussi à capturer. Quand je lisais ça, ça me réconfortait. Tous les problèmes que je rencontrais me semblaient alors un petit peu moins écrasants, dira-t-il. Mais à force de caractère et de détermination, il arrivera à bout de cette terrible année 94, qui sera la pire de sa vie. Il trouvera un travail en tant que videur dans une boîte de nuit pour remonter la pente. Il réussira finalement à intégrer l'école de police grâce à un salvateur inconnu qui, grâce à ses contacts, permettra à Mirko d'être accepté. Et Mirko ne saura d'ailleurs jamais qui était cette mystérieuse personne qu'il était censé remercier. Et maintenant que tout était sur les rails et qu'il pouvait commencer à sérieusement se mettre au charbon sans distraction ni obstacle, le monstre de cauchemar qui allait terrifier des générations de combattants allait enfin pouvoir prendre son envol. Pour l'heure, souhaitons un bon sommeil à Mirko Filipovic et faisons place à Mirko Cro Cop. Surprise, motherfucker. Et son surnom, Cro Cop, vient de l'anglais Croatian Cop, qui veut dire policier croate. Désormais membre des forces de police, il a réussi à passer rapidement les tests pour faire partie des forces spéciales et les intégrer, et il devient membre de l'unité antiterroriste ATJ Luchko. En parallèle du maniement des armes et de l'apprentissage pour devenir un opérateur complet, il perfectionne son entraînement de combattant. Et en 1996, il se lance dans sa carrière professionnelle, en même temps qu'il continue d'être envoyé en opération avec son unité. Jusqu'en 2000, il fera ainsi les deux en même temps. Kickboxer dans l'élite mondiale et membre d'une unité antiterroriste dans un pays sortant tout juste d'une guerre civile et venant de gagner son indépendance. Et alors, si vous pensez que c'est déjà impressionnant, et on n'a même pas mentionné sa carrière en tant que boxeur amateur, au cours de laquelle il a amassé des médailles dans les plus prestigieux tournois mondiaux, écoutez un peu les noms de ses premiers adversaires une fois qu'il décida de passer pro en kickboxing. En 1996, il fait son premier combat contre Jérôme Le Banner et son deuxième contre Ernesto Hoost. Il arrivera à battre notre Le Banner national, cimentant déjà sa réputation auprès des observateurs mondiaux, mais il s'inclinera contre Hoost qui, on le rappelle, n'est rien de moins que le meilleur kickboxer poids lourd de tous les temps. Au cours de sa carrière en kickboxing, il accrochera à son palmarès des noms qui confirmeront qu'il fait bien partie des meilleurs de la planète Terre dans sa discipline. Mike Bernardo, Jérôme Le Banner, Peter Hertz ou encore Rémi Bonjeski. En 2003, à 28 ans et après 7 années de carrière, il fait partie de l'élite mondiale des kickboxers. Il a combattu pour le titre de champion du K1, il s'est mesuré au meilleur. Maintenant, il veut se tester dans la forme la plus complète du combat, le MMA. Mais avant de faire totalement sa transition, il se paye un dernier combat. Un combat qui deviendra légendaire par son retentissement contre un adversaire qui, à ce moment-là, même si aujourd'hui ça nous paraît absurde, terrifie la planète des sports de combat et les meilleurs kickboxers mondiaux, Bob Sapp. Alors, si aujourd'hui la planète se moque affectueusement de ce géant au mental d'argile, à l'époque, l'humeur n'est pas, mais alors pas du tout, à la rigolade. Parce qu'à ce moment-là, en mars 2003, remettons les choses dans leur contexte. Ce gigantesque titan de 160 kg de muscles vient tout juste d'arriver du football américain. Et en l'espace de quelques combats, il a broyé les meilleurs combattants du monde. On vient de noter qu'Ernesto Hoost était le meilleur kickboxer poids lourd de la planète, mais il vient de le mettre KO 2 fois de suite. Et avant ça, il devait être brutalisé le français Cyril Abidi, lui-même excellent. Et son tout premier combat était une disqualification car il n'avait pas pu s'empêcher de mettre un ground and pound à son adversaire au sol. Il était donc arrivé comme une fusée et était à 3-1 en kickboxing et 3-1 en MMA. Et en MMA,
Sa seule défaite était venue d'une clé de bras par la légende Minotauro Nogueira dans un combat monstrueux, un véritable David contre Goliath, duquel Nogueira avoue avoir gardé des séquelles à vie par la suite. Et c'est donc contre ça, cette figure mythologique et absolument effroyable, que Mirko Cro Cop accepte de rentrer sur le ring pour son dernier combat de kickboxing avant des années. Mais en fait, ce qui est presque dérangeant, c'est que malgré tout ce qu'on vient de vous dire, et malgré la terreur qu'inspirait Bob Sapp à ce moment-là, l'expression qu'a Mirko alors que le combat est sur le point de se lancer et que Sapp est sur le point de fondre sur lui est étrange, tellement la situation n'a même pas l'air de le préoccuper. Dans ses yeux, on arrive presque à lire « Ouais, bon, t'es énorme, t'es un monstre, c'est sûr, et tu fais de sacrés ravages, mais je vais quand même t'éclater. » Il n'a absolument pas l'air inquiet de quoi que ce soit et semble savoir quelque chose que le reste de la planète ignore. Et comme on allait le découvrir dans les secondes qui suivirent, ce quelque chose, c'est que ce soir-là, pour impressionner un membre actif des forces spéciales croates à la puissance de feu dévastatrice, il allait falloir autre chose qu'un Hulk à forme humaine. Après avoir contenu les premiers assauts de Sapp qui font sur lui comme un rhinocéros, Mirko décroche un énorme middle du gauche suivi d'un direct du bras arrière surpuissant. Il explose immédiatement l'os orbital de Bob Sapp juste au-dessus de son œil, qui tombe de douleur et ne se relèvera pas. Et à ce jour, les cris sauvages de Mirko après qu'ait sonné la fin de la rencontre restent des images parmi les plus intimidantes de l'histoire des sports de combat. Il peut désormais partir vers le MMA avec la sensation d'avoir véritablement marqué l'histoire de son sport. En MMA, sa carrière sera tout autant couronnée de succès. Et de la même manière, il sera mis dans le bain sans aucun sas de décompression. Il affronte directement dans les meilleures organisations de l'époque, notamment le Pride, les plus grands combattants du monde. Et une nouvelle fois ici, sa puissance et ses talents de combattant hors normes s'exprimeront sans entrave. Et l'arme qui avait en grande partie fait son succès en kickboxing en trouve ici tout autant sa fameuse jambe gauche. La jambe gauche de Mirko Cro Cop est réellement devenue un mythe tout autant que son propriétaire. Ses high kicks et ses middle firent tellement de dégâts dans le monde des sports de combat qu'une phrase résumant la situation deviendra célèbre partout autour du globe. Jambe droite, hôpital, jambe gauche, cimetière. On dirait la meilleure punchline de film jamais imaginée, et pourtant, c'est à propos d'un homme bien réel. Par ses kicks meurtriers, il accrochera à son tableau de chasse les plus grands noms que compte le MMA à l'époque. Wanderlei Silva, Mark Hunt ou encore Igor Vovchanchyn. Si la jambe gauche entre en contact avec une partie de votre corps non protégée, il est déjà trop tard. Et apprenant peu à peu les meilleurs moyens de ne pas être mis au sol, où il est forcément moins efficace, il devient rapidement un cauchemar pour la catégorie. Lui mettre un takedown devient un enfer, et debout, vous êtes dans un champ de tir. Comme s'en rendra compte le roster poids lourd du Pride, il allait falloir arriver sacrément prêt pour arrêter ce bulldozer venu de Croatie. Et mis à part la légende Minotauro Nogueira, qui arrive à survivre suffisamment longtemps pour lui placer une clé de bras, et Kevin Randleman qui le foudroie d'un crochet du gauche qui surprend tout le monde, mais contre lequel Mirko trouvera sa revanche quelques mois plus tard, personne n'arrive à arrêter Cro Cop. Et pour réussir à stopper le train, tous les espoirs se sont alors tournés vers un homme. Un homme craint de tous et dont l'aura d'invincibilité lui a conféré le surnom de dernier empereur, Fedor Emelianenko. À ce moment-là, la légende russe, invaincue en 25 combats, sa seule défaite n'en étant pas vraiment une dans une organisation où la moindre coupure sonnait la fin du combat, domine d'une main de fer le monde du MMA. Il est le prototype du combattant parfait. Il est aussi létal debout qu'au sol et il maîtrise parfaitement l'art des takedowns et des projections. Le combat est alors organisé. Un combat entre deux forces que rien ne peut faire reculer, un combat pour l'éternité. Élu par de nombreux spécialistes comme le combat de la décennie 2000, à ce jour, peu de combats égalent la magnitude médiatique mais surtout symbolique de ce que ce combat a représenté à l'époque. C'était vraiment un choc au sommet entre les deux combattants les plus talentueux de leur génération, à leur pic physique et athlétique. C'était véritablement un choc comme il est rarissime de pouvoir les créer, et il a tenu toutes ses promesses. Un Fedor sonné, du drama, un game plan parfait, du striking, des takedowns, du combat au sol, un Fedor qui avance sur la tempête Mirko malgré les coups surpuissants qui lui brisent le nez dès les premiers échanges, il y aura tout eu.
Ce soir-là, Mirko s'incline contre un Fedor tout simplement trop fort, mais le combat rentre dans l'histoire. Le reste de sa carrière ne s'en trouvera pour autant pas ralenti, puisque juste après, il remportera le tournoi du Pride en 2006 contre des adversaires encore une fois redoutables. Après avoir réalisé son accomplissement d'ailleurs, nous aurons à ce moment-là l'occasion, rare, de voir un Mirko céder à ses émotions, en pleurs au milieu du ring au moment de recevoir son trophée. « Je suis très heureux et c'est le plus beau jour de ma vie », dira-t-il. « J'ai attendu ce moment pendant 10 ans. Je regrette qu'une chose, c'est que mon père n'ait pas pu vivre suffisamment longtemps pour me voir réussir. Il est décédé il y a 12 ans et je lui dédie cette ceinture. » Par la suite, il fera de nombreux autres combats au Pride, mais également à l'UFC, où il n'arrivera néanmoins pas à recapturer la même magie et le succès de ses jeunes années. Mais malgré un âge et un physique se faisant ressentir, il fera grossir encore sa légende en devenant champion du K1 en 2013, devenant ainsi l'un des seuls combattants de l'histoire à avoir décroché des titres majeurs en MMA et en kickboxing. Et revenant ensuite au MMA, il continuera jusqu'à la fin d'affronter les plus grands noms que comptait le sport. Et c'est en février 2019 qu'il mettra un point final à sa carrière, laissant derrière lui un immense palmarès, un statut de légende et une personnalité à nul autre pareil dans le monde du MMA. Et désormais retiré de la compétition, il coule des jours heureux chez lui, en Croatie, avec sa femme et ses 2 fils, et il accueille régulièrement des combattants professionnels pour qu'ils viennent s'entraîner avec lui. De sa jeunesse à la dure en passant par sa carrière de combattant, il faut aussi qu'on évoque rapidement le fameux stare-down, le face-à-face, le front contre Wanderlei Silva. Parce que ce face-à-face, devenu légendaire, c'est celui qui est le plus intense de l'histoire des sports de combat. D'un côté, on a un Wanderlei qui est venu pour arracher la tête de l'inconscient croate venu chasser sur ses terres au Japon, et de l'autre, on a un Mirko ayant probablement déjà vu les horreurs de la guerre de première main et qui lui rappelle en un regard ce que c'est que la vraie violence. Bon, on a des frissons rien que d'en parler, mais allez voir par vous-même, vous ne serez pas déçus. Voilà, c'était l'histoire de Mirko Cro Cop dans les contes du père Rusty. On espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et abonnez-vous, ça nous aide énormément. Et dites-nous en commentaire qui vous aimeriez qu'on fasse un conte du père Rusty, sur qui vous aimeriez qu'on le fasse. Et puis en attendant, portez-vous bien, à la prochaine et ciao.